Et vous l'aurez compris, Dimitri, c'est celui qui va vous parler de maths et qui va vous montrer des schémas un petit peu compliqués, mais il en parle très bien et vous allez voir, ça va bien se passer. Alors, c'est quoi Syllab? Plus que faire des grands discours, on va vous montrer une petite vidéo qu'on a produite. Ça dure 1 minute. Et puis après, je vous expliquerai 2-3 trucs. Waouh. Donc vous l'aurez compris, on est effectivement une solution SaaS qui permet de générer des images. Mais vous allez me dire, mais ouais, mais ok, c'est bien, mais il y a Midjourney, il y a DALL-E, comment vous vous différenciez? Eh ben, je dirais il y a 3 gros points principaux. Le premier, c'est déjà qu'on ne s'adresse pas forcément aux mêmes personnes. D'accord? Donc notre ambition, c'est vraiment d'arriver à faire un outil qui soit super simple à utiliser. On n'a pas besoin d'être un prompt engineer. Et on s'adresse vraiment aux équipes marketing et communication dans leur ensemble. D'accord? Donc c'est-à-dire à la fois au designer en interne qui va pouvoir créer un modèle qui sera utilisé par son équipe. Ça va être les chargés de communication, mais aussi les directeurs marketing, etc. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est, vous l'aurez compris j'espère dans la vidéo, c'est qu'en fait on permet de venir entraîner son propre modèle. D'accord? Donc il suffit d'uploader une dizaine d'images, et on reviendra un petit peu plus tard, il ne faut pas faire non plus n'importe quoi, il faut que les images soient cohérentes, etc. Mais vous pouvez créer votre propre modèle de génération d'images qui va respecter votre style, les guidelines de votre brand, etc. etc. Et enfin, le dernier point, c'est qu'on a pour ambition de faire une solution qui soit un véritable workspace, où on puisse travailler en équipe, avec notamment la possibilité de partager en fait ses créations favorites dans des sortes de mood board 2.0, commenter dessus, etc. etc. Donc Syllab, c'est une boîte que j'ai fondée il y a un peu plus d'1 an, en 2023. On a eu la chance de faire une levée de fonds en fin d'année dernière. Alors, ce n'est pas 12 000 milliards de dollars comme OpenAI, évidemment, mais en tout cas, ça nous permet de continuer le projet et ça nous a permis de constituer une équipe de départ de passionnés qui fait un travail formidable. Donc, on est 10, on est français, donc ça veut dire qu'on est sympa. Et grosso modo, en fait, le produit est construit, c'est vraiment, on a une partie de l'équipe à Nantes, enfin c'est construit dans toute la Bretagne, et on a aussi des Parisiens, dont Dimitri, qui a fait le voyage en train aujourd'hui. On est ce qu'on appelle modèle agnostique, d'accord? C'est-à-dire, et on vous expliquera, aujourd'hui, nous on utilise Stable Diffusion, qui est le seul modèle open source comme foundation model, mais on est en train de voir comment évidemment intégrer DALL-E, et quand Midjourney ouvrira leur API, il y a des rumeurs persistantes là-dessus, on sera très très heureux de les intégrer. Et d'ailleurs, notre but n'est pas d'aller, et on n'a pas les moyens financiers, d'aller chercher le côté photoréaliste de Midjourney, d'accord? C'est pas du tout l'objectif. Vu qu'on est français, qu'on est sympa, et évidemment, les données que vous uploadez sur notre plateforme, elles restent privées, d'accord? C'est pas reversé sur notre plateforme pour entraîner un modèle, etc. Vos données restent privées, et ça, c'est un point qui est hyper important. Et nous, on voit beaucoup de clients qui disent c'est super, Midjourney, on s'est bien amusé avec, sauf que le département légal, il a mis un gros stop pour l'utilisation en production des visuels. Et ça, c'est aussi lié à la notion de propriété intellectuelle. Vous savez bien qu'il y a pas mal de questions autour justement de l'IP sur les gros modèles. Et nous, là, on travaille avec une avocate sur ce sujet. Et à partir du moment, évidemment, où vous venez fine-tuner un modèle avec des images sur lesquelles vous avez les droits, il n'y a aucun doute sur cette notion de propriété intellectuelle.
Et juste pour vous montrer des exemples, mais on va revenir dessus, je vous ai mis quelques exemples en fait de modèles qui ont été entraînés uniquement à partir de quelques images. Hein. On parle vraiment d'une dizaine d'images. Donc ça c'est pour Gandhi, le registrar. Donc voilà, qui avait un style d'illustration très particulier qu'ils utilisent sur leur site corpo, sur leur blog, etc. Et donc ils ont entraîné un modèle qui leur permet, avec des prompts simples, hein, donc c'est la partie de droite, de générer des images vraiment dans ce style. Un autre exemple qui est plus local, c'est Tipco, qui est une ESN, je ne sais pas si vous connaissez, une ESN du Grand Ouest, voilà, qui utilise alors, ce style d'illustration voilà, qui est très particulier dans leur com interne et externe. Et voilà, ils ont entraîné un modèle qu'ils utilisent quasi tous les jours. Alors c'est soit pour produire des visuels qui vont réintégrer derrière dans Photoshop, etc., soit c'est des visuels bruts qu'ils utilisent tels quels. Et ça marche aussi, et on reviendra dessus, par exemple sur de l'avatar, que ce soit des personnages fictifs ou réels. Et là, mais bon, je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'on va passer un petit peu de temps là-dessus un peu plus tard. Et, alors je fais de la promo aussi hein, pour Maxime et Samuel. Vous avez effectivement ces magnifiques affiches du Shift Hackathon qui ont été créées par un artiste IA qui s'appelle Simon, qui est nantais. Et il a utilisé Midjourney pour le faire. Et en fait, il est venu me voir, il me dit, mais moi je galère en ce moment, en plus Midjourney venait de faire une mise à jour, je galère à refaire ce style. Et on s'amusait à entraîner un modèle, et je vous montrerai l'exemple un petit peu plus tard. Et du coup, enfin voilà, vous verrez qu'au cours de la présentation, il y aura pas mal de visuels qui sont issus justement de ce modèle Shift. Voilà, alors avant vraiment de rentrer hein, sur la partie fine-tuning, training, etc., on va déjà passer un petit peu de temps pour expliquer ce que c'est qu'un modèle de génération d'images. Je crois que c'est un sujet qui n'a pas beaucoup été abordé, sauf dans les news de Maxime, hein, mais ce n'est pas un sujet qui a été abordé forcément lors de ces meet-up. Alors de manière très basique, un modèle hein, de génération d'images, c'est un modèle qui a été entraîné à générer des visuels en fonction d'un input utilisateur. Et dans la plupart des cas, c'est du texte, d'accord, hein, c'est ce qu'on appelle le text-to-image. Et bon, vous connaissez la logique, on a un prompt, on lui envoie, et puis il nous renvoie des résultats. Là, je vous ai mis quelques exemples hein, du même prompt, une superbe image de licorne, ma fille adore ça. Et là, on voit les différents résultats selon des modèles, parce que forcément, selon la manière avec laquelle a été entraîné le modèle, on n'a pas forcément les mêmes résultats. Et ça va très 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 vite. Ça c'est une main générée par la première version de Midjourney en mars 2022. Ça, c'est une main un an après. On sait que les mains, en plus, c'est compliqué hein, pour les IA. Mais voilà, donc en l'espace d'un an, il y a eu des progrès déjà phénoménaux. Et là, aujourd'hui, hein, si on regarde le même prompt de la licorne entre la V1 et la V6, on voit quand même qu'il y a eu un gros gap. Ouais, les premières versions, c'était un petit peu compliqué. Hein. Donc, bon, vous l'avez compris, mon point, c'est juste de dire que ça va extrêmement vite. Et d'ailleurs, on le sait, hein, ça devient un problème quasi sociétal. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la tour Eiffel qui brûle, là, qui a été partagée sur les réseaux sociaux, où maintenant on a de plus en plus de mal à distinguer une image réelle d'une image générée par IA. Alors, en termes de principaux modèles foundation hein, de génération d'images, il y en a beaucoup de propriétaires. Bon, Midjourney, Dali, vous connaissez. Meta aussi a fait son propre modèle hein, qui s'appelle Imagine, qui a notamment été entraîné grâce à vos photos que vous publiez sur Facebook. Nvidia aussi a sorti son modèle, enfin en gros, tous les gros s'y sont mis. Google, c'est Imagen. Mais par contre, il n'y en a qu'un seul qui est vraiment open source, c'est-à-dire qui permet une utilisation commerciale, c'est Stable Diffusion, qui est édité par Stability. Et donc nous, là, sur ce talk, on va vraiment se focuser sur Stable Diffusion. Alors, c'est quoi la tech derrière? Attention, accrochez-vous, il y a des schémas qui piquent les yeux. Hello tout le monde. Bon, j'espère que je vais être clair avec mon français et avec mes schémas, effectivement, parce qu'il y aura quelques-uns. Du coup, on va revenir sur les bases, comment les modèles de diffusion pour la génération d'images, comment ils marchent.
Il y a 3 facteurs qui rendent ces modèles possibles. D'abord, il y a ce principe de diffusion models qui vient de physique de thermodynamique, qui gère les distributions qui sont complexes et qui sont difficiles à modéler, qui est ressemblant aux données des images, parce que les données des images, il y a beaucoup de dimensions, c'est complexe. Après, il y a UNet, qui est un réseau neuron qui est très utilisé dans computer vision, mais qui vient de biomédecine, qui était utilisé pour segmentation et qui s'est trouvé très utile pour diffusion. Et après, il y a Transformers, qui peut-être certains d'entre vous connaissent, qui introduit le mécanisme de text encoding et attention. Il y a un papier très connu, Attention is All You Need, qui a un peu bouleversé le monde de traduction, par exemple. Qui a beaucoup aidé avec ça, parce que là, cette approche, il aide avec le contexte. Et cette approche-là a inspiré l'approche de cross-attention, qui est utilisée dans les modèles de diffusion. Et alors, si on voit un peu dans les détails, si on revient sur le diffusion model soi-même, comme je dis, la génération d'images, c'est très complexe, parce qu'il y a beaucoup de dimensions et de possibilités d'images. Et en fait, ce qui vient de ce process physique, si on ne génère pas l'image tout d'un coup, mais step by step, si on parle de noise, et en denoising de cette image, on arrive à avoir quelque chose, mais itérativement. Et en gros, vous allez voir ce processus de forward diffusion, c'est-à-dire qu'on passe de data à noise, c'est utilisé pour entraîner le modèle, et le backward diffusion, c'est utilisé pour après générer les images. Ça, c'est le premier component. Après, UNet, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est un réseau qui était surtout utilisé pour la segmentation. Par exemple, pour les données biomédicales, pour segmentation d'images de cerveau, plusieurs applications vraiment, mais aussi dans computer vision, tout ce qui est segmentation de scènes urbaines, ce que vous voulez. Quand je travaillais chez Miro, par exemple, on utilisait ça pour segmentation de ciel et pour remplacer le ciel automatiquement. C'est vraiment très utilisé. Et pourquoi? Parce qu'il y a certains features qui rend bien le contexte de l'image et qui en fait je ne peux pas rentrer trop dans les détails, mais il y a cette histoire de multi-resolution qui permet de voir l'image dans plusieurs contextes, de petits détails vers le grande échelle, et aussi d'avoir cette histoire de skip connection, les flèches qu'on voit, qui transfèrent plus de données de différentes résolutions. C'est très smart comme approche. Et ça aidait beaucoup dans la diffusion aussi. Et d'ailleurs, oui, si déjà on mixe un peu les deux, le principe de diffusion, de générer step by step de noise et UNet, en fait, on a parlé que UNet est utilisé pour segmentation, mais ce n'est pas que la seule application qu'on peut faire. On peut aussi prédire, en lieu de prédire les masques, les segmentations comme ça, on peut prédire le noise. Et on peut dire que, oui, voilà, il y a tel amount de noise dans l'image, et pour dénoiser l'image, mais ça peut être utile pour effectivement rendre possible ce processus de denoising de n'importe quelle étape que je montrais ici. Et après, le troisième component, très important, le encoding avec cross-attention, en fait, c'était proposé par OpenAI dans le technique de clip, où en fait on arrive de mettre le texte et l'image ensemble et mesurer l'influence l'un sur l'autre, parce que ce que je crois était mentionné un peu plus tôt aujourd'hui, qu'avec un text encoder, on arrive avec self-attention de text encoder, on arrive de voir l'influence d'un mot sur l'autre. Mais avec Clip, on arrive à avoir l'influence entre les mots, les parties de l'image, et ça rend le contexte très, très complexe et très utile. Et voilà, on mixe tout ça ensemble
Ça peut paraître assez complexe, mais finalement, le processus revient à ça. Ce qu'on est en train de faire, par exemple, là, on a notre prompt. Avec Text Encoder, on mixe le prompt avec le noise et avec l'image attendue. Et après, avec UNet, on fait step by step le denoising jusqu'à ce qu'on arrive vers l'image. Et quand on fait le training de modèle, c'est le même process, mais l'inverse. On noise l'image et après on apprend de denoiser. Voilà, ça c'est le processus basique, de base de génération d'images avec diffusion, qui a été utilisé par exemple par DALL-E. Mais c'est quand même, ça reste assez complexe parce qu'ici on travaille dans l'espace de l'image. Et l'espace de l'image, ça reste quand même complexe, même si on utilise les techniques pour simplifier, etc. Et c'est gourmand au niveau de ressources, si on veut entraîner un modèle comme ça, etc. Et la solution pour ça, c'était proposé par Stability AI. Ils ont proposé un schéma comme ça, qu'on peut non, on va s'arrêter là, Dimitri. Je pense que c'est bon, là. Je ne peux pas expliquer tout le schéma aujourd'hui, mais... merci. Ouais. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir du latent space? De latent space, en fait, bon, de ce mot-là, de latent space, effectivement, parce que maintenant, on n'est plus dans l'espace de l'image pure, on passe par des encoders qui diminuent la taille, qui donnent la représentation minuscule de l'image, qui est très facile à travailler avec. Et si on travaille dans cette latent space, c'est beaucoup plus facile d'entraîner les modèles comme ça et plus rapide pour générer les images. Bon voilà, du coup, vous pouvez oublier ce schéma-là. Ça va, vous suivez? Ouais. Et voilà, et en fait, mais c'est pas que ça, c'est pas que l'architecture, parce que il faut quand même avoir beaucoup de données, c'est sûr, et on n'a pas de toute l'information sur les derniers modèles, parce que ça reste quand même, maintenant c'est plus en plus secret, qu'est-ce qui était exactement utilisé pour entraîner tel ou tel modèle, mais on sait que derrière les premières versions de Stable Diffusion, il y a eu ce dataset Lion qui contient autour de 5 milliards de photos et avec les textes qui étaient annotés par beaucoup d'annotateurs. Mais ce n'est pas le dataset le plus clean, on dirait. Et, on sait que par exemple SDXL, ils ne décrivent pas exactement les détails, mais ils ont utilisé un dataset plus curated, plus trié. Voilà, c'est la fin de mon partie plus technique. Je vais revenir un peu plus tard. C'était super, merci Dimitri. Et juste un petit mot, hein, évidemment, c'est pareil sur le coût d'entraînement d'un modèle comme ça, évidemment extrêmement important. Il y a Emad Mostaquet, le CEO de Stability, l'ex, qui avait dit que grosso modo, Stable Diffusion 1.5, ça avait coûté grosso modo entre 600 000 $ et 1 million de dollars, juste pour être entraîné. Enfin voilà, on est sur des coûts en tout cas colossaux, qui ne sont, enfin voilà, c'est vraiment accessible qu'aux boîtes qui ont énormément de ressources financières. Alors, là maintenant, on va parler des différentes manières dont on peut générer des images. Alors, on a déjà vu effectivement le text-to-image, mais voilà, on sait bien qu'avec le génératif, hein, ce qui est compliqué, en tout cas, c'est de garder le contrôle en fait sur ce qu'on produit. Et avec les techniques que je vais vous montrer, effectivement, c'est des solutions qui permettent voilà, d'avoir beaucoup plus de contrôle sur ce qu'on fait. Alors, il y a tout d'abord ce qu'on appelle l'image-to-image. Donc là, je vous montre, ça c'est un exemple hein, de la plateforme. Où voilà, soit vous allez taper du texte de manière basique, votre prompt, et ça va vous faire des images, soit vous pouvez mettre une image en input, et on a intégré, nous, derrière, ce qu'on appelle des algorithmes de détection de contours. D'accord ? Donc ça permet, il y a Firefly qui a sorti ça il y a un mois, tout le monde a fait « Waouh, c'est super !» Donc eux, ils appellent ça la structure référence. D'accord ? Et en gros, ça permet de mettre une image et de générer une autre image qui va plus ou moins garder, en fait, selon la manière dont vous allez le décider, puisqu'il y a un slider hein, qui permet de dire je veux que ce soit très proche de l'image ou au contraire
je veux juste que tu t'en inspires et que tu sois plus créatif. Voilà, ça va vous permettre, à partir d'une image, de générer quelque chose de manière beaucoup plus précise que juste en le tapant textuellement. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est beaucoup utilisé par nos utilisateurs d'ailleurs. Donc là, vous voyez le deuxième exemple, c'était voilà, avec un peu plus de créativité, du coup, il prend une pose différente, etc. Alors cette détection de contours, en gros, c'est basé sur une techno open source qui s'appelle ControlNet. Je ne sais pas si ça vous parle. Et en gros, là vous avez un exemple, donc l'image en input en haut à gauche, et comment, en gros, est interprétée par l'IA l'image que j'ai mis en input. Donc, alors, c'est des noms un petit peu barbares, hein, Canny Edge, Lineart, Depth, c'est assez explicite, Human Pose ou Scribble. Et forcément, en fonction de l'image que vous mettez en input et de ce que vous voulez comme résultat, ça a plus ou moins bien marché avec une de ces façons de détecter les contours. Typiquement, pour faire par exemple de l'architecture d'intérieur, si vous voulez prendre une photo de chez vous et mettre pour refaire la déco, le Depth, ça a pas mal marché. Si vous voulez mettre une œuvre d'art, par exemple, et la réinventer, ça va plus être le line art. Donc voilà, et évidemment, si vous voulez faire prendre une pose hyper particulière à un personnage, vous n'arrivez pas à le faire en texte. Là, vous mettez une photo de référence avec la pose que vous désirez, et puis vous allez pouvoir le faire dans votre style. Et voilà, donc ça, c'est des exemples du même prompt. C'est Maxime, merci à lui pour ces images. Voilà, on peut voir qu'effectivement, il va faire des choses un petit peu différentes. On avait un slide technique là-dessus, mais je crois qu'on l'a viré sur le ControlNet. Ok. Alors, une autre technique aussi qui permet d'arriver assez facilement au résultat qu'on veut, c'est l'in-painting. Donc, nous, on a dans notre app un éditeur à base d'IA. Donc, ça, c'est une photo de vacances. J'étais au ski il n'y a pas longtemps. Et voilà, j'aimais pas le mec sur la photo, donc j'ai décidé de le virer. Donc à la fois, on peut enlever des éléments, et puis on peut faire ce qu'on appelle de l'in-painting. Donc on va définir une zone de l'image, et puis on va aller prompter pour dire, bah non, en fait, je veux pas que ce soit des montagnes en arrière-plan, je veux que ce soit des volcans en éruption. Et voilà, on va pouvoir changer ça comme on veut, et puis on peut même s'amuser un petit peu plus. Et voilà, une tête d'aigle, pourquoi pas. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement puissant, et évidemment, l'idée derrière, c'est que vous allez faire votre génération sur la plateforme et vous allez pouvoir éditer derrière. Alors attention, c'est pas non plus magique, l'in-painting, parce qu'il faut quand même, en gros, quand il refait l'image, il prend en contexte tout le contexte de l'image. Donc si je lui demande, mets-moi un Taj Mahal rose en haut de la montagne, il ne va pas savoir faire. D'accord ? Donc il faut qu'il y ait une espèce de consistance et de logique derrière. Donc l'in-painting, c'est une technique qui permet d'arriver à faire ce qu'on veut. Et alors je vais passer rapidement là-dessus, et puis nous, on ne l'a pas encore implémenté. Je vous avoue qu'on a une roadmap un peu longue comme le bras. Mais c'est l'outpainting, donc ça permet à partir d'une image de référence de venir imaginer ce qu'il y a autour. Là encore, en prenant en compte le contexte. Là, c'est un tableau assez connu, vous avez peut-être vu des exemples comme ça, mais c'est extrêmement sympathique. Et enfin, il y a aussi ce qu'on appelle l'upscaling. Alors l'upscaling, c'est tout simplement effectivement améliorer la résolution d'une image. Aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions qui permettent à la fois de faire ce qu'on appelle de l'upscale et de l'enhancement. Notamment une solution qui est hyper connue et que à peu près tous les créateurs IA utilisent, c'est Magnifique. En gros, on peut augmenter la résolution de ces images jusqu'à x16. C'est évidemment hyper consommateur de GPU. Et au-delà de ça, en fait, ça va permettre aussi, via un certain nombre de paramètres, de rajouter des détails, du grain de peau, etc. Donc ça, c'est vraiment, tous les formateurs, tous les consultants IA avec qui je discute, ils utilisent tous Magnifique. Et nous, on travaille évidemment aussi là-dessus. Hop. Alors, on va passer maintenant sur la partie fine-tuning et personnalisation des modèles. Comment ça marche? Et, ah bah non, je passe pas encore la parole à Dimitri. Alors, qu'est-ce que le fine-tuning d'un modèle image? Vu que j'étais un peu flemmard, j'ai demandé une définition à ChatGPT que vous voyez. Donc, grosso modo, c'est effectivement un modèle fine-tuné, c'est un modèle qui a été optimisé pour des tâches spécifiques
après qu'il ait été réentraîné sur un dataset beaucoup moins important que son dataset d'origine. Et donc ça permet, dans le cadre de l'image, de lui permettre de se spécialiser, par exemple, sur la classification d'images, sur la détection d'objets, ou sur le style transfer, ce qui nous intéresse un petit peu plus aujourd'hui. Et donc là, vous voyez une magnifique, toujours avec notre prompt licorne. Donc c'est une licorne faite avec le modèle Shift. Et ce qui est intéressant avec ces modèles fine-tunés, c'est qu'au-delà du style pur et dur, aussi, il va apprendre, selon la manière dont on l'entraîne, il va apprendre d'autres composants finalement des images du dataset. Donc ça peut être la pose, l'environnement, la lumière, les points de vue, etc. Donc là, vous voyez le même prompt, parce que j'ai un labrador chocolat qui est un peu devenu notre mascotte. Et donc là, vous voyez le même prompt, un labrador chocolat dans un bureau, avec en fait différents modèles qu'on a entraînés et qui sont disponibles publiquement sur la plateforme. Mais comment ça marche, Dimitri? Comment fine-tune-t-on un modèle? C'est pas compliqué. C'est pas si compliqué que ça. Mais un peu. Alors, comment on entraîne un modèle? Il y a plusieurs moyens de le faire. Il y a ces trois approches les plus connues. Il y a un peu plus, mais je crois que c'est le plus utilisé. Texture Inversion, DreamBoost et LoRa, dont lequel on va parler en détail tout de suite. Texture Inversion d'abord, c'est pas strictement, c'est pas un fine-tuning, parce qu'on ne change rien avec le modèle de base. Ce qu'on fait ici, c'est on prend le modèle qu'on a, par exemple SDXL, et on cherche le mini-espace vectoriel qui va bien générer les images qu'on veut. Et après, on trouve un activateur qui est en liaison, le texte qui va être en liaison avec cette partie de l'espace vectoriel qu'on peut utiliser après. En gros, c'est un token, c'est un mot, mais qui dit rien à nous, mais qui dit quelque chose à un système de diffusion, un modèle de diffusion. Et dans ce cas, on cherche un mot activateur. Et c'est un tiny embedding qui est facile à utiliser, mais après les résultats, ça dépend. Si le concept est bien présent déjà dans le modèle de base, ça va être assez facile à générer avec bonne qualité, mais si c'est quelque chose qui n'existe pas, le style, l'objet particulier, ça va être galère niveau qualité. Après, une autre approche qui est un peu l'inverse de Texture Inversion, parce que c'est très lourd, c'est DreamBoost Fine Tuning, qui fine-tune plusieurs couches dans le modèle de base. Et là, on fine-tune le modèle, par exemple SDXL, SD1.5, et on crée un nouveau modèle checkpoint, c'est-à-dire si votre modèle de base il a 5 gigas de points, vous allez créer un autre checkpoint qui a aussi 5 gigas. Et vous pouvez imaginer si jamais vous voulez entraîner je ne sais pas, 200 modèles multipliés par 5 gigas, et ouais, c'est lourd. Et c'est aussi lourd à changer. Niveau de qualité, c'est pas mal, mais après, niveau de ressources d'entraînement, c'est plus gourmand, c'est plus difficile, et effectivement, c'est pas très scalable si jamais vous voulez faire un service comme on fait, par exemple, quand on veut proposer beaucoup de modèles. Et après, ce qui nous intéresse, c'est LoRa, Low Rank Adaptation. On va parler un peu plus en détail, mais le principe ici, c'est ajouter une surcouche avec les points d'update au-dessus du modèle existant, le modèle de base, et faire le modèle d'apprendre le concept avec les images que vous donnez, qui est assez facile à entraîner, qui prend moins de temps et qui rend la qualité assez bonne. Et bon, après, il y a un peu plus de détails ici. LoRa, qu'est-ce que ça veut dire? Low Rank Adaptation, c'est un terme qui vient du monde algèbre de matrice. C'est une opération matricielle où, en fait, ce qu'on fait,
C'est d'ailleurs approche qui vient de domaine LLM, qui était proposée pour diminuer la taille, par exemple les grands modèles comme GPT ou Llama, pour les rendre beaucoup plus accessibles à fine-tuner. Et ce qui est à la base de cette approche, on a les pre-trained weights à la gauche, ça c'est le modèle de base qu'on ne touche pas, et on a cette surcouche de poids, de weights qui entraîne à côté, avec les images qu'on donne en input. Et en fait, c'est deux matrices en gros, donc c'est un peu plus complexe que deux matrices, mais il y a deux couches principales qui s'entraînent et qu'on peut ajouter. Et c'est beaucoup moins de paramètres à entraîner, du coup c'est beaucoup plus cheap à entraîner. Et aussi, comme le modèle de base est frozen, on peut changer on the go. C'est vraiment c'est quelques secondes et on a sur un autre modèle. Et les modèles, ils peuvent si petits que, je ne sais pas, 20 mégabytes, mais elles peuvent aller jusqu'à 1 giga. Le modèle optimal qu'on utilise, c'est autour de 200 mégas. Je dirais c'est beaucoup, déjà c'est beaucoup mieux que 5 gigas de modèle de base. Et voilà, c'est Laura. Et Alors évidemment, vous connaissez ce principe garbage in, garbage out, hein, c'est-à-dire forcément si vous donnez un dataset qui n'est pas bon en entrée, l'entraînement ne va pas donner grand-chose. Donc là j'ai juste mis quelques petits conseils hein, qu'on donne d'ailleurs à nos clients quand ils uploadent leur modèle. Je vais vous montrer comment ça se passe juste derrière. Quand on upload un modèle, il faut effectivement s'assurer qu'il y a une cohérence dans le style des images que vous mettez. D'accord ? Ça paraît bête, mais c'est important. Mais autant faut qu'il y ait de la cohérence dans le style, mais il faut qu'il y ait de la diversité sur les images. Si vous voulez entraîner sur un style, par exemple, il faut s'assurer que, je sais pas, qu'il va y avoir des personnages, qu'il va y avoir des objets, qu'il va y avoir des paysages, etc. Si vous mettez toujours le même personnage dans le même style, etc., il va perdre de sa versatilité, le modèle. Ce qu'on conseille aussi, c'est de ne pas mettre en fait, des éléments textuels dans les images, parce que ça va vraiment perturber l'entraînement. D'accord ? Le texte à l'inférence avec des modèles de génération d'images, ça reste un truc aujourd'hui qui est encore un petit peu compliqué, même s'il y a eu pas mal de progression dessus. Et on verra notamment effectivement sur les modèles, les futurs modèles, base modèles qui vont arriver. Mais voilà, donc éviter de mettre du texte. Et puis, il faut essayer d'éviter d'avoir des compositions d'images qui sont trop compliquées. D'accord ? Une des règles, c'est de faire en sorte que, en gros, on puisse décrire l'image en 10 à 20 mots. D'accord ? Sinon, autrement, il va un petit peu se perdre et ça va moins bien marcher. Alors, comment ça se passe ? Donc ça, c'est comment ça se passe sur Scilab. En gros, hein, vous mettez le nom de votre modèle, vous choisissez. Donc on a 3 templates aujourd'hui d'entraînement qui sont existants, avatar et personnage, style et photo. Et en gros, voilà, vous allez chercher 10-12 images, vous les uploadez. Vous avez la possibilité de venir indiquer quelles sont les images qui représentent le mieux le style que vous souhaitez entraîner. Et ensuite, vous allez pouvoir briefer l'IA, comme vous brieferiez un créa. Et ça, c'est des informations qu'on va analyser avec un modèle texte et qui vont aussi influer sur le training. Et grosso modo, alors le training, à proprement parler, en fonction du nombre d'images qu'on donne, ça prend entre 20 et 40 minutes. Par contre, nous, aujourd'hui, on assure en tout cas un traitement dans les 24 heures parce qu'on a un système de queue et qu'on n'a pas des ressources illimitées au niveau GPU. Alors, maintenant qu'on a vu les grands principes, voilà, on peut voir un exemple. Donc ça, c'est le fameux... je crois que j'avais 12 images. Là, j'en ai mis que 9. Mais ça, c'est le dataset que m'a envoyé Simon, hein, donc, qui a fait la direction artistique du Shift Hackathon. Donc un grand merci à lui hein, de m'avoir autorisé à prendre ces images et à montrer cet exemple. Donc voilà, donc ça c'est des images hein, qu'il avait générées typiquement sur Midjourney, mais encore une fois, il galérait à les reproduire de manière facile. Donc on a uploadé ces images dans le dataset. Là je vous ai mis un exemple, ça c'est un exemple de captioning qu'on fait, c'est sur l'image du milieu, grosso modo. À partir de ça, en fait, on a détecté et on a généré un token qui est Digital Psychedelic Photography. C'est a priori le terme qui convient le mieux en fait, au style qu'il a souhaité entraîner.
Et ensuite, en gros, une fois que le modèle est entraîné, juste en tapant le prompt, ça va automatiquement rajouter ce token. Et voilà ce que du coup ça produit. Hein. Donc les images de gauche, c'est le dataset. Les images de droite, c'est des images qui n'ont rien à voir avec le dataset qu'il avait fait. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça marche extrêmement bien. Je les mets un peu en plus gros aussi. On fait toujours des labradors avec des lunettes de soleil. Hein. Pas de... donc voilà, donc ça c'est pour le modèle Shift. Et un autre exemple, c'est le training Avatar. Alors je sais qu'il y a Emmanuel aussi qui connaît bien ce sujet qui est ici. Et là, en fait, l'exemple, c'est Anne Cardy. Je ne sais pas si vous connaissez Anne Cardy. Anne Cardy, c'est une personne qui n'existe pas. C'est une influenceuse IA bretonne. Oui. Et voilà, elle a à peu près 10 000 followers sur Instagram. Et son créateur, Sébastien, galérait aussi à refaire, à la générer de manière consistante. D'accord ? Donc il a entraîné un modèle et les résultats aussi sont hyper bien. Et du coup on arrive vraiment à la reproduire dans toutes les situations. Bon, il l'a pas fait moche évidemment, hein, mais il aurait pu faire autre chose. Donc voilà pour la partie avatar. Je vous montre pas d'exemple sur la partie photographie, mais ça marche à peu près de la même manière. Et qu'est-ce qui vient ensuite? Je repasse la parole à Dimitri. Ensuite, il y a beaucoup de choses qui se passent en l'IA générative pour l'image. Ça bouge énormément. Si jamais vous voyez les forums, les Reddit, c'est la folie. Mais il y a quand même les grands acteurs continuent à produire de nouveaux modèles et Stability, notamment, ils ont sorti Stable Cascade. Et ils vont sortir bientôt Stable Diffusion 3. C'est un peu le timing, c'est vraiment un proche de l'autre. Et notamment, les différences principales, ce sont les pain points typiques de l'IA générative. C'est améliorer la génération de texte, améliorer la géométrie de scène et améliorer la cohérence de compression de prompt. Par exemple, comme on peut voir ici dans ce cas, arriver à générer un chat qui est à côté d'un cube avec une balle au-dessus, c'est vraiment, si on commence à expliquer les scènes difficiles géométriquement, il n'y a pas de modèle qui arrive bien faire. Mais Stable Diffusion 3, il promet que ça va être beaucoup mieux dans cet aspect-là. Et derrière, parce que ça c'est que le visuel, mais derrière, sans rentrer trop dans les détails, Stable Cascade, les améliorations principales qu'ils ont découpé le modèle dans 3 stages, qui le rend beaucoup plus light dans certains aspects et rend plus facile à entraîner. C'est vraiment le but qu'il y a certains, par exemple stage A, stage B, on n'a pas besoin de toucher, mais est-ce qu'on peut fine-tuner ces stage C et ça doit être beaucoup plus facile au niveau de ressources. Du coup, Stable Cascade, c'est aussi visé pour ça, pour entraîner plus facilement. Et Stable Diffusion 3, c'est vraiment, il change un peu le paradigme parce que maintenant, il n'utilise plus le UNet, il utilise Diffusion Transformer avec les patchs latents. C'est un truc particulier et en fait, il change aussi le principe de denoising parce que maintenant, c'est un denoising avec flow-based denoising. Je vais pas être capable peut-être d'expliquer en détail, mais il change pas mal de choses avec ça. Mais on n'a pas encore l'accès au modèle. Et un autre aspect de futur, c'est Fast Generation Models. Ça, je pense que vous avez vu déjà. Et comme aujourd'hui, dans l'intro, Maxime a présenté un modèle pour génération rapide. Il y a plusieurs. Il y a SDXL Turbo, il y a LCM, il y a SDXL Lightning. Ils sont tous un peu différents, mais ce qui souvent les relie, c'est le principe de knowledge distillation dont on a parlé un peu dans l'intro, que
En fait, ce qu'on essaye de faire en SDXL, c'est un modèle grand qui prend le temps pour générer les images, mais on essaye d'entraîner un autre modèle à côté et distiller la connaissance de grands modèles vers petits modèles. C'est vraiment, c'est un peu comme Maxime m'a dit, c'est comme zipper un modèle. C'est un peu ça. C'est vraiment rendre le modèle le plus petit possible. Et comme ça, on va être capable de générer, en lieu de générer dans 50 steps ou 25 steps, dans 2, maximum 8 steps, on va avoir quelque chose de très bonne qualité, qui n'était pas le cas jusqu'ici. Et on est on voulait bien d'intégrer ça aussi dans le syllabe. Et voilà, et sur ça, Laura Merge, tu dis quelques mots et après je explique. Ouais, le merge de modèles, hein, ça c'est un point effectivement pour ceux qui étaient là la dernière fois qui a été évoqué par Julien de GeekFace et qui disait que c'était une grosse tendance en ce moment dans l'IA générative. Effectivement, c'est valable aussi sur l'image. Et donc là, on vous a montré un petit exemple. Donc on s'est amusé en fait à merger le modèle qu'on a entraîné sur notre fameuse influenceuse IA et le modèle de Simon, le modèle Shift. Mais avant de vous montrer les résultats, un peu de maths. Bon, je ne vais pas aller très loin ici. Je vais vraiment faire quelques name dropping parce qu'il y a une méthode très simple de merger de Laura. Si on a deux points, on peut vraiment concaténer et ajouter les points ensemble. Et ça marche déjà. Mais après, il y a plusieurs méthodes qui sont proposées dans la littérature, certains plus intelligents que l'autre, par exemple basé sur Singular Value Decomposition, qui est utilisé par PCA, par exemple, pour les gens qui connaissent cette méthode-là. Ça, c'est d'ailleurs, c'est bien, c'est récemment, le support de tout ça est introduit récemment dans Hugging Face Diffusers. Et c'est assez intéressant, on est en train de jouer avec ça. Le support de merging, c'est bien dans les librairies open source. Et voilà, je pense que je finis avec mes schémas mathématiques. Ils sont super tes schémas. Et donc voilà, là, là vous voyez le résultat du merge entre ces deux modèles. Donc à gauche, grosso modo, c'est une question un peu de pourcentage de poids de chaque modèle. Donc à gauche, vous voyez, c'est le modèle Ncardi à 90% avec 10% de shift. Et tout à droite, c'est l'inverse. Enfin, c'est Ncardi 20% avec 80% de shift hackathon. Et évidemment, plus on va aller sur un style, vous voyez qu'à droite, là, on commence à perdre la ressemblance sur le visage, même si le style est un peu plus marqué. Donc, grosso modo, hein, le sweet spot, c'est à peu près au milieu, quoi, 60-40 ou 50-50, où là, effectivement, on réussit à retrouver ce style tout en gardant, effectivement, la particularité du visage et la ressemblance avec le sujet d'origine. Et évidemment, les possibilités sont énormes là-dessus. Ça, c'est un autre exemple. Ces deux modèles qu'on a sur notre plateforme. On a un modèle qui permet de faire des personnages ou n'importe quoi d'ailleurs en pâte à modeler. Et on a un modèle qui fait du cel shading. Vous voyez un peu les effets, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, le petit effet Borderland. Et de la même manière, on voit qu'en fonction de la manière dont on va mélanger les modèles, voilà, on va plus ou moins garder ce modèle pâte à modeler, mais jusqu'à arriver à un truc un peu un mix entre les deux. Donc c'est hyper intéressant de jouer avec tout ça. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. Donc Maxime, qui est notre UX designer, là, il est comme un fou là-dessus en ce moment. Et l'idée, c'est évidemment parce qu'on peut mélanger, on peut ne pas se limiter à deux modèles. D'accord, on peut en mettre 4 ou 5, il me semble. Et donc voilà, donc là on est en train de cogiter sur la meilleure manière de proposer une interface qui puisse permettre de faire ça. Et évidemment l'intérêt, ça veut dire que vous allez pouvoir vous créer votre propre modèle sans avoir besoin forcément d'avoir un dataset de base. Et voilà, vous allez pouvoir jouer en important aussi vos couleurs, les couleurs de votre charte, etc. pour vous faire un truc unique qui va vous permettre de générer des images de manière consistante. Et voilà, on vous a mis quelques exemples. Je regarde l'heure. Et ouais, un dernier petit sujet aussi. Alors, ça claque moins que Sora ou d'autres trucs, mais ça, c'est un truc qu'on est aussi en train de regarder. C'est comment, à partir d'une image, on peut générer de la vidéo, donc sur des courtes
évidemment des courtes séquences. Ça, c'est un truc qu'on est en train de regarder qui n'est pas du tout en production, mais évidemment, ce sera un prolongement assez naturel. Bon, on voit, elle a des yeux bizarres un petit peu sur la fin, c'est pour ça qu'on est en train de jouer avec, mais voilà, forcément, ça ouvre pas mal d'opportunités, notamment pour toutes les personnes qui font de la com et du marketing. Voilà, je crois que tout le monde a envie de boire une bière, donc je vais faire rapide sur la fin. Juste 3 mots, je pense que c'est hyper important quand on travaille dans l'IA, comme ça, dans l'IA générative, d'avoir juste des notions un petit peu en tête. Évidemment, l'éthique. Vous ne savez pas à quel point les gens sont tordus. On a mis en urgence, après avoir sorti la plateforme, un système de modération a priori pour empêcher les gens de faire des trucs tordus. Ils sont vraiment tordus. Je ne vous raconte pas c'est pareil, des modèles qu'ils ont essayé d'entraîner, c'est assez inquiétant. Donc voilà, donc, l'éthique est importante. La transparence, évidemment, la transparence sur les données, etc. J'en ai déjà parlé, donc je ne m'arrête pas là-dessus. Et aussi le côté traçabilité. Et il y a notamment une initiative qui est portée par des gros, notamment par Adobe, Microsoft, etc., pour, grosso modo, mettre dans les métadatas de toutes les images un traceur qui serait hyper compliqué d'enlever, etc., pour qu'il fasse foi, en tout cas, quand on se demande si une image est vraie ou faux. Donc évidemment, tout ça, c'est des initiatives qui sont hyper bien et dans lesquelles il faut s'inscrire, je pense, si on travaille sur ces sujets. Et voilà, maintenant, quelques questions, et puis après, on sera ravis de discuter avec vous autour d'une bière. Merci.